Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tactical, votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, les 80 ans du D-Day, hommage aux héros du débarquement. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous invite à aller dans la rubrique communauté et consulter le règlement, qui est une chose vachement importante à savoir sur la chaîne. Donc jusqu'alors tout est respecté, tu confirmes Jeff? Oui, je confirme. Donc voilà, tout est respecté, donc il n'y a aucun souci. Je vous remercie tous de votre fidélité et de votre confiance. Alors, petite parenthèse avant la vidéo. Je tiens à remercier un de mes abonnés, notamment, je vais donner son surnom, mon petit Pierrot, qui a eu la gentillesse de m'offrir un polo sur le débarquement de Normandie. Donc il est dans le dos, partout. Donc il est magnifique. Donc je lui fais honneur aujourd'hui. Merci à lui. C'est l'un des premiers abonnés sur la chaîne. Il a été là pour me soutenir, avec d'autres aussi. Donc immense merci à lui. Donc je le salue au passage. Je lui fais un petit coucou. Je pense qu'il va rigoler parce qu'on rigole assez souvent tous les deux. On s'est régulièrement au téléphone. Donc énorme merci à mon petit Pierrot. Et surtout, qu'il prenne courage et qu'il fasse attention à lui par rapport à son métier qui n'est pas sans risque, que je ne peux pas dire sur la chaîne. Donc les amis, vous voyez, il y a des gens qui sont super, vous êtes tous super. Franchement, ça fait chaud au cœur. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Mais franchement, ouais, ça vaut tout l'or du monde. Donc les amis, sans plus tarder, on va arrêter de discuter. On va commencer la vidéo. Jeff, je t'ai chargé de faire le script puisque maintenant, comme tu es un pilier de la chaîne, tu deviens un pilier de la chaîne. Je suis en train de te former sur les armes de collection, les AR15 et les fusils d'assaut, etc. C'est une formation relativement longue. Donc, tu es souvent avec moi. Voilà pourquoi il est souvent avec moi. Et en plus, il est modérateur, donc j'estime qu'il doit participer aussi à la chaîne. Et en plus, sur son bon vouloir d'ailleurs. Hein, et ça me fait énormément plaisir. Donc, merci à lui. Donc, tu vas t'occuper du script, tu t'es occupé du script. Donc, on t'écoute, mon petit Jeff. J'espère que ça va être bien. Mais oui. Donc, voilà, déjà, on va faire la vidéo en plusieurs parties. Donc voilà, la première partie, on va parler un peu de tout ce qu'il y a eu avant le débarquement. D'accord. Donc voilà, ça commence en 1940. C'est Churchill en fait qui met en place les opérations combinées. Donc les opérations combinées, c'est un peu l'équivalent de nos commandos d'aujourd'hui. D'accord. Donc tu as le mélange armée de terre, armée de l'air et marine. D'accord. Alors, petite parenthèse, pour ce qui concerne l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, comme tu viens de le dire. Donc nous avons mis devant vous 4 armes bien significatives. Et pour information, elles ne sont pas là pour rien, dans le sens où ces armes-là, j'ai eu le privilège à l'époque, et je vais vous expliquer ça pour la partie armement tout au long de la vidéo, toutes ces armes ont fait le débarquement. J'ai eu le privilège et l'avantage de pouvoir les acquérir à une certaine époque. Ce qui est à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, quasiment, je ne vais pas dire impossible, parce que rien n'est impossible, mais c'est un coup de chance monumental aujourd'hui de pouvoir trouver des pièces comme ça, surtout que là, nous avons donc une arme anglaise. Je vous présenterai les calibres et les modèles tout à l'heure. Une arme française, une arme allemande, bien évidemment, et une arme américaine. Donc là, on a la totale. Donc, je te laisse continuer. Je voulais juste mettre un petit point là-dessus, et on fera la revue armement après, les amis. Donc, je dis, ouais, les opérations combinées. La première a eu lieu entre le 14 et le 15 juillet 1940 sur l'île de Guernesey. D'accord. Donc voilà, c'était un essai en gros pour voir comment coordonner les forces, les différentes forces. D'accord. Donc ensuite, il y a eu la première vraie opération, entre guillemets, c'était le raid de Bruneval. D'accord. Donc ça a été mis en place par le capitaine, alors le nom c'est un peu un nom allemand, voilà, je te dis tout à l'heure, ouais. C'est Mountbatten. Voilà, on a vérifié quand même sur internet, il est né au Royaume-Uni, voilà. Mais Mountbatten, bref. Donc c'est lui qui a organisé la première vraie grande opération combinée. Ouais. Donc je disais, c'est le raid de Bruneval. Oui. Donc c'était en 1942. Oui. Donc Bruneval, c'est une petite commune à une cinquantaine de kilomètres au nord de Caen. D'accord. Voilà, vraiment au bord de la falaise. Et en fait, il y avait un radar allemand à cet emplacement. Oui, exact. Et donc voilà, l'opération, c'était alors faire croire à la destruction du radar, Ouais. mais en volant des pièces pour étudier le radar. D'accord. Donc voilà, c'est notamment grâce à cette opération qu'ils ont pu voir en fait qu'en lâchant des petites feuilles bien métalliques, Oui. on pouvait brouiller le radar allemand. D'accord. Donc voilà, cette opération jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a été utile en fait. D'accord.
Donc voilà, ça c'est la première vraie opération combinée. Donc c'est un détail relativement important. Ah oui, en fait, c'est grâce à cette opération qu'ils ont pu étudier le radar allemand. Là, vous voyez, les amis, ça, ce genre de choses-là, pour ce qui concerne les novices, enfin les novices, pas les novices, enfin si, les novices, mais les gens qui ne s'y intéressent pas vraiment ou qui vont juste comme ça pour du renseignement, tu vois, ça c'est quand même des choses vachement importantes à savoir. Ouais, c'est important, et les Allemands ont été vraiment, même les Allemands, ils ont été vraiment impressionnés par l'opération. Non, parce que ça s'est passé sans bavure quasiment, je crois, non? Alors, j'ai les chiffres, bon j'ai triché, j'ai pris des notes. Il y a eu 119 commandos employés, Putain. ils ont eu 5 morts. Ah, c'est-à-dire quelques chics, quoi, quasiment. Rien du tout. Après, côté allemand, ils étaient 113, ils ont eux aussi eu très peu de morts. Ouais. Mais voilà, il y a eu des morts, des disparus et des blessés. Ouais, donc quand on dit chez nous, c'est une opération pas vue, pas pris, vue pendue, quoi. C'est ça. Ouais, exactement, ouais. Ça c'est un point clé vachement important. Ça c'est le genre de choses dont il faut rentrer en détail. Et ça c'est à étudier. Ça c'est un bon truc. Ouais. Ça. Et c'est important parce que voilà, sans des petites opérations comme ça, en fait, on a toujours tendance à parler du débarquement allié, mais on oublie tout ce qui s'est passé avant. Et après. Et après aussi, ouais. Mais voilà, tout ce qui s'est passé avant. Maintenant, il y a eu une autre opération, on va dire, que je retrouve. Voilà, c'était le raid de Dieppe. C'est les notes. Le raid de Dieppe en août 1942. Oui. Donc là, c'était à plus grande échelle. Ils ont envoyé en fait 1500 soldats. Ah oui. Donc voilà, alliés. Il y a eu Oui. 1500 soldats alliés. Donc c'était la 2e division canadienne. Oui. Et ils ont envoyé avec les nouveaux chars Churchill. Les chars Churchill. Oui. Ouais, qui étaient nouveaux, voilà. Je suis dessus en photo, moi, sur un char Churchill. Il est magnifique. Ouais. Il y en a un, quand? Ah oui? Oui. Je suis dessus. Oui, je suis dessus. Tu montreras. Oui, je vais peut-être la mettre dans la vidéo. Ouais. Et donc en fait, il y a eu cette opération-là. C'était pour observer les mouvements allemands. Pour observer, pour chronométrer, pour voir un peu quelle réaction ils ont, combien de temps ils mettent à réagir. Ouais. Et bon, là par contre, c'était vraiment une opération suicide. Ils savaient très bien que les 1500 là, ils passaient plus. D'accord. Voilà, c'était vraiment pour étudier, mais c'était un sacrifice de 1500 soldats. Alors, les amis, entre parenthèses, à savoir que ce genre d'opération existe toujours. Hein. Ouais. Ça existe toujours. Et ça, tu le sais. Oui, ah bah oui. En tant qu'ancien Milouf, tu dois le savoir. Ça existe toujours. Ouais. Après, ouais, c'est pour l'intérêt de la nation, l'intérêt commun. On va dire, voilà. Voilà, mais c'est pas sans risque. Ah, c'est pas sans risque. Non, non. Là, clairement, un débarquement de 1500 personnes. Ouais. On sait qu'ils étaient 150 000, je crois, pour le débarquement en Normandie. Ouais. On y viendra après ça. Ouais. Donc, voilà, ça c'était pour les petites opérations principales quand même qu'il y a eu avant le débarquement. Ouais. Ensuite, pourquoi le débarquement aussi? Ouais. Parce qu'en 41, la majeure partie du combat c'était le front de l'Est. Oui. Voilà. Et en fait, les Russes ont demandé pendant longtemps un deuxième front. Oui. Pour pouvoir contrer un petit peu les attaques, affaiblir les attaques des troupes allemandes. Oui. Donc pendant longtemps, il n'y a pas eu de réponse alliée. Oui. Et c'est après l'attaque de Pearl Harbor que les Américains sont rentrés en guerre. Donc le lendemain, l'attaque de Pearl Harbor c'était le 7 décembre 41. Ouais, là, ils se sont pris une tollée. Monumentale. Monumentale. Ouais. En même temps, surprise, quoi. Ils étaient à Hawaï, ils ne s'attendaient pas à une attaque. Mais ça leur a fait du bien. Ça les a réveillés. Voilà. Donc voilà, au lendemain, ils entrent en guerre. Et ils ont envoyé beaucoup, alors pas encore les troupes, mais ils ont envoyé beaucoup d'armements, de chars, d'avions sur le front de l'Est. Alors moi je vais rajouter quelque chose. Bon alors maintenant, je prends peut-être un risque dans la vidéo, mais je vais le dire quand même, parce que bon, j'aime bien dire les choses et, comme je les pense, comme je les sais aussi. Il est à noter que les Américains ne sont pas les héros que vous pouvez croire. Qu'on a bien voulu nous faire croire. Qu'on a bien voulu nous faire croire. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu ça, il est passé quelques documents qui ont été déclassifiés, notamment certains héros américains qui ont fait la une pendant des décennies, notamment sur Sainte-Mère-l'Église. Ils se sont inventés des vies, pour certains, pour pouvoir passer comme héros, alors que c'est complètement faux, puisqu'il y a eu des témoignages d'autres GI américains qui sont décédés pour certains maintenant, donc il y a eu des témoignages vérifiés. Il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont été données pour pouvoir faire passer certains GI
en héros, alors que c'est pas du tout, mais pas du tout le cas, et ça s'est pas passé comme ça. Exemple, sur Sainte-Mère-l'Église, au niveau du clocher, l'endroit où le parachutiste est accroché, c'est pas du tout là. Ah, d'accord. C'est complètement de l'autre côté à l'arrière. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été vérifié, et ça c'est pas une blague. Hein. Et en fait, vous avez pas mal d'héros américains, enfin de héros entre guillemets, qui se sont fait passer donc en fait pour des héros. Alors on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui si ça a été voulu dans le sens de leur ego, ou si c'était une volonté du gouvernement américain de pouvoir faire ça justement pour, comment dirais-je, pour pouvoir mettre en avant les États-Unis. Donc propagande. Une propagande, en fait, c'est une sorte de propagande. Et il n'y a pas que lui. Hein. Lui, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a beaucoup. Ils sont en train de faire la liste en ce moment, ça va sortir. C'est sorti, je l'ai lu, je l'ai vu. Donc, une petite parenthèse à ce propos. Là, on repart sur la première. Sur Verdun. Écoute bien ce que je te dis. Sur Verdun, il existe ce qu'on appelle la tranchée des baïonnettes. Dans cette tranchée, la légende, je dis bien la légende, tu vas comprendre pourquoi, la légende veut que les soldats sont morts debout, baïonnettes au canon en l'air. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu vas là-bas, c'est un monument en pierre, avec une partie de la tranchée qui est en L, où tu vois toutes les baïonnettes qui ressortent. Évidemment, tu as des gens un peu scrupuleux qui sont allés les couper, donc ça c'est inadmissible, mais à savoir que c'est complètement faux. D'accord. Mais complètement faux. Ça a été prouvé par A plus B, il y a quelques années en arrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé des soldats français tués, d'accord. Ils se sont fait dépouiller. Ils ont été enterrés vivants, ça c'est vrai par contre. Ils les ont mis ils les ont mis debout. Ouais. Ils ont recomblé la tranchée pour pouvoir ériger un monument dessus. Et ça, c'est les Américains qui ont fait ça. Ok. Et ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui la véracité des choses. Et ça a été signalé, ça a été dit. Maintenant, c'est dans les bouquins d'ailleurs. D'accord. Donc, si tu veux, c'est une véritable fumisterie. Ouais, je vois ça, ouais. Il y a pas mal d'anecdotes comme ça. Ok. Par exemple, un autre exemple. Le lieutenant Fournier. Là, je parle de la première, mais bon, c'est pareil pour la deuxième. Le lieutenant Fournier. Personne, je dis bien personne, avant qu'on découvre sa tombe, c'est des collectionneurs comme moi d'ailleurs qui l'ont trouvé. Quand ils ont découvert sa tombe, ils ont étudié la chose et en fait, ils se sont aperçus qu'en fait, ils ont retrouvé des documents. Parce qu'en fait, à l'époque, ce qui avait été dit, c'est que les Allemands les avaient massacrés. Ouais. Sans raison. Écoute bien, sans raison. En fait, ce qui s'est passé, donc la tombe a été retrouvée, et ça a déclenché tout le processus et les documents qui sont sortis après, parce qu'ils ont retrouvé des écrits. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un ordre, les Français, hein, ils ont eu un ordre d'attaquer des ambulances allemandes. Ce qu'on appelle à l'époque les ambulances allemandes, c'était les mecs bancardiers qui allaient récupérer les cadavres et les blessés sur le champ de bataille. D'accord? Ils ont eu ordre de les attaquer, de tirer dessus. D'accord. Qu'est-ce qu'ont fait les Allemands en riposte? Ils les ont massacrés. Voilà. Ils ont envoyé un assaut, ils les ont massacrés. Donc tu vois, ça c'est un exemple. Donc, il y a énormément de choses qu'on vous dit, ou qu'on nous dit, ou qu'on veut nous faire croire, qui sont complètement erronées. Et heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour ça, pour la véracité des choses, parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin, on y est encore, hein, quand tout ça, tu ne l'apprendras pas dans des bouquins d'école. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc désolé les amis, je voulais vraiment le signaler ça. On t'écoute pour la suite. Ouais, pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon. Pour la première partie, ouais. Alors les amis, là, on va parler armement. Donc là, nous allons changer de tenue. Les amis, nous nous retrouvons maintenant pour la continuité de la vidéo. Donc vous l'avez remarqué, hein, on s'est changé tous les deux. Donc là, on est en tenue originale. Je dis bien originale puisque les tenues sont des vraies. Ça se sent. Ouais. Ah merci. Ah oui. C'était pas prévu dans la vidéo ça. Non, pas du tout. Mais tu vois, mais ça sent la collection. Oui. La collection, c'est une odeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu confirmes? Ah oui. Bon, on est d'accord. Donc là, Wehrmacht, pour ce qui me concerne, artillerie, puisqu'il est rouge. Deuxième division d'infanterie. Ça, j'en parlerai de cette division-là, parce que j'aime bien cette division. Donc vous avez les deux uniformes. Donc moi, j'ai choisi l'allemand, toi, tu as choisi l'américain. C'est pas pour une histoire d'idéologie, hein, rien à voir, mais bon, il fallait le faire, donc, parce que c'est les deux principaux qui sont concernés. Donc on va vous présenter l'armement en tenue, comme à l'époque. Moi j'estime que ça fera un petit quelque chose dans la vidéo, ça peut être sympathique. Ouais. Donc malheureusement, on a décidé de cacher l'aigle, mais ça me plaît pas trop, mais enfin bon,
Je sais pas, on le voit dans les films, donc en fait, bon, bref. Ouais, Et on sait jamais avec YouTube. Ouais, alors voilà, les amis. C'est historique. C'est un truc historique. J'ai été obligé, ouais. Bon, on l'a fait, mais bon, ça me grise un peu, mais enfin, c'est pas grave. On n'a pas trop le choix. Donc là, les amis, on va commencer par le plus connu, d'accord? On va commencer par le Garand, donc M1. Hein, donc, je te laisse en parler un petit peu du Garand M1. Calibre? Alors, calibre, c'est du 30-06. D'accord. Voilà. Après, je ne me souviens plus. Alors, donc, évidemment, c'est un 8 coups par clip chargeur. Ouais. Donc, semi-automatique. Semi-auto. Après, l'année de production, je ne m'en souviens plus. Bah, ça, c'est pas encore trop grave. C'est pas le problème de l'année de production. Bon. Qualité, défaut. Donc, qualité, on a une arme semi-automatique pour faire du tir rapide. Par contre, avec un clip chargeur, donc magasin de 8 coups. Donc, défaut de cette arme-là, c'est que, évidemment, tout le monde le sait, c'est gling à chaque fois. Ça. Donc ça permettait de repérer les soldats justement. Exactement. Donc ça, c'était déjà le premier point. Le deuxième point, on a une arme relativement lourde. Oui. Oui. Relativement lourde. Et encombrante, mine de rien. Oui. La mangeuse de pouce aussi. Voilà, aussi. Parce que, ouais, en général, quand on recharge le Garand, si on met mal le pouce, en fait, il y a la culasse qui vient se refermer dessus. Voilà, donc ça, c'est le petit côté... voilà. Ça fait mal. Voilà. Donc, ce qui va avec aussi, donc ça, c'est d'époque. C'est une baïonnette, donc Garand, qui a été modifiée directement en couteau de combat américain. Et celui-ci, il a fait débarquement et l'Indo. D'accord. Pas mal, hein? Ouais. Donc voilà. Donc ça vient de famille, ça aussi. Donc voilà, ça c'est une belle pièce à laquelle je tiens beaucoup. J'ai rien touché dessus d'ailleurs, il est tel que. Donc voilà, donc ça va avec. Bien évidemment, notre fameux Moser 98K modèle 1944, donc ce qui va très bien pour la vidéo, puisque 6 juin 44. Ouais. Donc, nous avons donc le modèle que vous connaissez tous, 98 modèle 44, 857 IS pour le calibre, donc avec une crosse en lame collée et des pièces en tôle emboutie, puisqu'évidemment il y avait la pénurie pour pouvoir faire des armes sur la fin de la guerre. Donc, ils ont réduit le coût en utilisant des pièces estampillées, pas estampillées, elles sont estampillées bien évidemment, mais des pièces en tôle emboutie pour certaines. Notamment la plaque de chargeur, de fond de chargeur, de magasin qui sont en dessous, etc. Hein, et le tenon ici, et quelques autres petites pièces. Donc, comme je l'ai déjà dit, bon, celui-ci j'ai l'avantage de l'avoir au même numéro. Les culasses, si elles ne sont pas au même numéro, c'est pas grave. Donc, petite anecdote, je le redis encore, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, donc les culasses, si vous avez une arme qui a la culasse qui n'est pas au même numéro, il y a plusieurs solutions possibles. Soit c'est le collectionneur qui en a rajouté une parce qu'il l'a retrouvé, donc il a trouvé l'arme où il a eu sans culasse, ou alors c'est une prise de guerre, et les culasses, il faut savoir qu'elles étaient jetées, n'est-ce pas? Ouais. Hein, et enlevées, hein, ça t'a été confirmé aussi par oui, confirmé aussi, oui. Voilà. Donc il est évident que vous pouvez avoir des armes avec des culasses qui ne sont pas du tout au même numéro, mais ce qui n'est pas grave en soi, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Ensuite, ça c'est typiquement français, bien évidemment, MAS 36, modèle numéro 2. Il y a deux modèles, le 1 et le 2. Donc ça c'est le modèle numéro 2, donc calibre 7.5. Bon fusil. Bon fusil, mine de rien. Ah oui. Oui, bon fusil, puisqu'il a été utilisé pendant la guerre d'Indochine, et notamment aussi en Algérie. Ouais. Avec une lunette qui est adaptée dessus pour certains. Et il avait une très très bonne précision, mine de rien. Bah, il est très utilisé au tard encore. Voilà, il est très utilisé au tard. Donc moi, c'est un fusil que j'aime bien. Hein. Alors, pour la petite anecdote, bon, toi, t'as pas eu le droit à ça, toi. Tu sais que dans certains régiments, on le retrouve encore. Alors, dans certains régiments, et j'ai vu aussi que certains gendarmes l'avaient encore. Ouais, mais moi, oui, mais moi, je vais te dire pourquoi dans certains régiments. Est-ce que tu sais pourquoi? Pas du tout. Non. Alors, pour les stages co, donc autrement dit pour les stages commando, bah tu les fais pas avec ton HK416, hein, puis tu les fais pas avec ton petit FAMAS, hein, tu les fais avec ça. D'accord. Parce que ça, dans la flotte, dans le dos, pour te tenir droit, il n'y a pas mieux. Ok. Et pour te bousiller le dos, il n'y a pas mieux. D'accord. Voilà. Donc voilà pourquoi. Donc il est encore utilisé, justement, à des fins de stage commando. Donc tu te retrouves avec des MAS 36 en fait. Et les mecs, ils font leur stage avec un MAS 36. D'accord. Ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, ça. Hein. Lee Enfield, calibre 303, British, numéro 4. C'est un excellent fusil, tu confirmes? Hein. Ouais. Très fluide au niveau de la cuirasse, détente, agréable. La détente, oui, pour moi, c'est impressionnant ce qu'ils étaient capables de faire
Voilà. à cette époque-là, quoi. J'avais oublié pour le 98K, donc ça je vais te laisser la présenter, mais c'est pas grave, je vais le remettre. Je vais te laisser la présenter parce que ça c'est quelque chose qui vient de famille et ça c'est à toi, donc ça je te laisse le faire. Ouais, alors, je vais pas réussir à sortir. Donc, hop, si tu peux juste la montrer un peu. Vas-y. Hop, voilà, c'est une baïonnette donc de car 98K, Ouais. enfin qui a été modifiée en car 98K, Ouais. qui du coup date de 1916. C'était une baïonnette, voilà, la baïonnette de mon arrière-grand-père. Voilà, donc là on est sûr voilà. de l'origine. Ah oui, là je suis sûr, certain, c'est la baïonnette de mon arrière-grand-père. D'accord. Donc voilà, Et elle a fait la Deuxième Guerre mondiale, ce qui explique pourquoi elle a été modifiée en modèle. 98K, Voilà. Ouais. Puisqu'en fait, lui, il était en Alsace. c'est ça. Voilà, c'était un Alsacien. Ouais. D'accord. Qui a servi de force dans l'armée allemande. Ouais, les malgré nous, oui. Voilà, ça faut que tu le précises. Mm. Donc Voilà. donc voilà. Donc c'est Bah, pour ça c'est qu'il avait. Ça, c'était sa baïonnette en fait. C'était la sienne, ouais. Ouais, ouais. Donc vous voyez les amis, là vous avez une pièce authentique. Hein, elle est encore jolie. Hein. D'ailleurs, je l'ai un petit peu rénovée tout à l'heure. Ouais. Hein, je donnerai pas les secrets pour que la lame soit comme ça. Parce que j'ai pas le droit de les donner les secrets. Donc voilà, ça c'est une très belle pièce. Donc je te la laisse là. Voilà. Hop. Ouais. Donc il a de quelle année à quelle année, tu le sais? J'ai pas d'infos dessus. T'as pas d'infos? Non, non. Il en parlait pas forcément parce que il en a pas parlé à mon grand-père et à ma mère. Ouais. Parce que apparemment, c'était pas forcément une fierté non plus. Ouais. C'est quelque chose qu'il voulait pas. Il voulait oublier. D'accord. Mais voilà, donc j'ai pas d'infos dessus. Je sais pas en quelle année il a été. Ouais. Donc voilà. Alors pour le Mas 36, on a une baïonnette. Bon, la lame, c'est quasiment la même chose que la Lebel. D'ailleurs, c'est une Lebel, hein, de toute façon, c'est voilà. Ce qu'on appelle la goutte de sang. Hein, les collectionneurs sauront de quoi je parle. Ou la Rosalie. Enfin, c'est pas une Rosalie, c'est une lame Rosalie. Lame goutte de sang, lame Rosalie. Donc, super vicieuse, cette baïonnette. Extrêmement vicieuse. Plus vicieux, il n'y a pas. Hein. Tu plantes quelqu'un avec ça. Hémorragie interne, ça va pas faire de dégâts à la vue. Ouais. Mais je te dis pas les dégâts à l'intérieur. D'accord. Donc ça c'est une bonne baïonnette, donc c'est la baïonnette du Mas 36. L'avantage c'est qu'elle se mettait à l'intérieur comme ça, dans le tube qui se trouve ici. Donc là, comme ça, tu vois. Donc elle n'était pas dangereuse, donc ça évitait d'avoir une baïonnette au gousset, donc au ceinturon. Ouais. Déjà, tu n'avais plus qu'à la sortir, la remettre à l'endroit et la recliquer. D'accord. Donc ça c'était ça c'est un bon truc ça. Pour l'époque c'était pas mal. Ouais. Pour ce qui concerne oui, dis-moi, pardon. Il n'y avait pas un truc aussi, apparemment, ils utilisaient en fait cette méthode de pouvoir rentrer la baïonnette pour saboter les armes, pour les bloquer entre elles. Il n'y a pas une histoire comme ça Les bloquer entre elles, c'est-à-dire faire un fuseau d'armes? Non, pour empêcher en fait que les Allemands les récupèrent. Ah, ça me dit rien ça, non? Ah ouais? Non. Parce que j'avais vu une C'est histoire. pas une légende ça plutôt, parce que j'en ai entendu parler, mais c'est plutôt une légende qu'autre chose ça. Je sais pas, j'en ai entendu à plusieurs endroits différents. C'est possible, je sais pas. À étudier, je sais pas, peut-être. Alors c'est que moi c'est plutôt les armes allemandes. Hein, Oui, ouais, ça je sais. Voilà, ouais. Mais ça là-dessus, j'ai déjà entendu parler aussi de ça, mais ça m'a pas. Je reste sceptique. Enfin bon. D'accord. Pour ce qui concerne le Lee Enfield, donc là nous avons une superbe dague anglaise, magnifique. Pareil, celle-ci, elle vient d'un ami. C'est son grand-père qui l'a eu par un commando anglais. Donc, il a fait le débarquement, et ensuite, lui, il l'a utilisé dans la résistance. Et celle-là, je l'ai laissée dans son jus aussi. Donc, c'est une très belle dague. Donc, celle-là, j'y tiens beaucoup parce qu'elle m'a été offerte. Donc, voilà, quoi. Donc, ensuite, la baïonnette anglaise. Bon, hein, vous la connaissez tous, pour le Lee Enfield numéro 4. Là, nous avons donc, parce que j'ai pas pu le mettre sur mon équipement, puisque c'est trop lourd, et puis c'est encombrant, puis pour m'asseoir, ça va pas trop. Donc l'appel, malheureusement ça c'est une copie, il va falloir que j'enlève parce que j'ai chopé un original mais je l'ai pas encore monté. C'était une copie que j'avais à l'époque que j'ai mis en intendant. Donc l'appel est d'origine. Là c'est la fameuse baïonnette régimentée dont je t'ai parlé. Ouais. La fameuse baïonnette régimentée au même numéro, fourreau, baïonnette, régimentée, très rare, modèle 98K. C'est un modèle 1942. Ouais, c'est une 42. En parfait état, donc nickel. Donc vous voyez, donc c'était comme ça à l'époque. Donc c'est vrai que c'est lourd hein, quand même. Hein. Tu peux confirmer, tiens. Ouais. Il fallait le porter ça quand même. Hein. Ouais, toute la journée. Voilà. Ouais. Donc mais bon, voilà. Donc là, c'est une petite partie de l'armement. On va présenter un petit peu d'équipement. Juste après, on va enlever les armes. On va laisser quelques armes parce qu'on n'a pas assez de place sur la table. Et on va vous présenter d'autres équipements. C'est les principaux. Hein. On va pas rentrer dans les trucs foufou. J'en ai, mais ça sera des sujets d'autres vidéos. Parce que sinon, on n'a pas fini.
Donc là, on se retrouve de suite après pour le matériel. Nous voici donc de retour pour pouvoir vous présenter un petit peu de matériel. Donc on a enlevé quelques fusils puisque en fait là, on passe à cette place. Donc on va vous présenter quelques petites pièces sympathiques hein, qui font partie du débarquement, notamment, hein, qui ont été utilisées à l'époque. Donc là, nous avons ici un casque français modèle 29. Donc, pas grand chose à dire par rapport à celui de la Première Guerre mondiale, sauf qu'il y a une petite différence. Que je vais dire pour les collectionneurs, enfin pour les amateurs surtout, et les novices. À quoi reconnaît-on la Première Guerre de la Deuxième Guerre, tu le sais? Pas du tout. Alors tout simplement parce que le Deuxième Guerre, lui, il était en une seule pièce au niveau de la coque. D'accord. Mis à part cette partie-là. Okay. Tout le reste, c'est de l'embouti. Tu te retrouves avec un bourrelet ici, en fait, et c'était monté en 3 parties. D'accord. Et là, on est sur une seule partie. Donc là, on a un infanterie modèle 29, classique, et notamment, ça se reconnaît aussi à la grenade, donc, que tu trouves ici. Ouais. Donc, sur un cercle. Chose que tu n'avais pas sur les modèles Première Guerre mondiale. D'accord. Tu avais simplement la grenade sans le cercle. Donc ça, c'est un casque qui m'a été offert par un ancien ami à moi de régiment. C'était le casque de son grand-père. Donc je sais exactement ce qu'il a fait, je sais exactement d'où il vient. Donc là, aucune erreur. Donc il est à l'intérieur, il y a même son nom qui est à l'intérieur. Donc franchement, c'est une pièce à laquelle je tiens. Donc vous voyez, je vous parlais du vernis. Mais regardez, c'est un vernis semi-mat, il n'a jamais bougé. Donc c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois pour les pièces de collection. Ouais. Ouais, ça fait plus de 20 ans qu'il a son vernis, il n'a jamais bougé. Une baïonnette Garand, belle baïonnette Garand, donc qui va avec le fusil que nous avons présenté donc tout à l'heure. Et là, un petit objet que j'adore. Bon, on en trouve, hein. Il y a des copies. Hein. Par contre, ça, c'est pas une copie, hein. Chez nous, ça vient aussi. Donc l'avantage que j'ai, c'est que toutes ces pièces que j'ai pu acquérir, je me vante pas, hein. C'est pas du tout ça, hein. Mais j'ai eu la chance à cette époque, parce qu'à cette époque, on pouvait en trouver comme on voulait, d'avoir des pièces qui venaient vraiment soit de famille, soit de grenier. Donc c'était vraiment des pièces authentiques. Donc là, nous avons donc un étui allemand de lunettes. Voilà, avec les petites lunettes à l'intérieur. Voilà. Sympathique ça pour l'époque. Ça, j'adore cette petite bosse, je trouve ça vachement joli. On retrouve bien la couleur gris felgro, enfin gris, plutôt gris souris, gris allemand en fait. Donc là, nous avons une croix de fer deuxième classe, allemande. Donc elle est dans un étui, puisqu'en fait, faut la protéger. Donc ce sont des pièces relativement rares. C'est une véritable, c'est pas une copie. Je vous expliquerai un jour comment déceler une copie d'une vraie, parce qu'il y a des copies, attention, même là-dedans. Ouais. À savoir qu'une croix de fer deuxième classe comme ça, c'est minimum, je dis bien minimum, et encore tu t'en sors bien, 250 € à 300 voire 400 €. D'accord. En étant une vraie. Donc t'en as qui les font passer pour des vraies alors c'est des fausses. Par contre ça c'en est une. J'expliquerai la différence un jour. Il y a des petites astuces pour savoir si c'est une vraie ou pas. Donc ça c'est une vraie. Donc ensuite, donc le fameux masque à gaz, j'en avais déjà parlé une fois, donc allemand, donc typique, là il est complet avec sa boîte, comme on dit, de gaufret, etc. Donc ça c'est pour les renforts, avec sa peinture d'origine. Pareil, il a été verni, donc il n'a jamais bougé. Hein, nous avons donc ici donc la sangle de dégrafage qui est relativement, d'ailleurs elle est dure. Et pour les coques, ça marche encore nickel, quoi. Donc il y a les marquages qui sont dessus. Donc ça, ce sont des belles pièces. Donc tu vois ça, par exemple, une pièce comme ça, si tu la trouves en bourse, la première chose que tu vas regarder, c'est l'état esthétique et surtout s'il y a ça. C'est vachement important. On en trouve beaucoup sans la sangle. D'accord. Donc ça, c'est et sans les sangles qui viennent justement, ici et ici. Donc ça, c'est plutôt rare à trouver. Okay. C'est des sangles de remplacement de l'époque. Hein. C'était remplacé. Sinon, elles étaient comme ça normalement. Mais ça, elles ont été remplacées. Donc ça, petite pièce très intéressante. Nous avons ici un périscope de tranchée. Mais oui, il y avait des tranchées. Au niveau des débarquements en Normandie, tu le sais bien quoi, il y avait des tranchées. Donc ça vient directement, des tranchées allemandes, d'ailleurs. Hein, ça se reconnaît à la couleur. Hein. C'est un périscope de poche, imagine, à l'époque de poche allemand. Donc voilà pour la petite présentation du matériel. Donc, la fameuse baïonnette 98 de ton grand-père. Ouais. Donc ça, on l'a mise à l'honneur. Le couteau, ben, pour la personne que je connais, ça vient de sa famille, etc. Donc ça, c'est un couteau qui a fait l'Indochine, le débarquement, et c'est un FFI, donc un résistant qui l'a eu aussi dans les mains. Donc là, nous avons des pièces qui ont parlé des pièces, ce que moi j'appelle des pièces vivantes. Donc, enfin, vivantes. Elles ont du vécu, on va dire. Vivantes, ouais. Je sais pas si c'est le mot, parce qu'on peut pas dire ça comme ça. Donc, voilà les amis, donc à noter aussi que sur ma tenue, bon, j'ai l'insigne destructeur de char, donc ça, les collectionneurs savent ce que ça veut dire.
donc comme son nom l'indique, destructeur de chars, donc au Panzerfaust, en général. Donc c'était souvent le cas d'ailleurs. Hein. Le Panzerfaust, notamment, a été énormément utilisé en Normandie. D'accord. Énormément. Et c'était c'est l'ancêtre du RPG d'ailleurs. Ça a été à savoir que les Américains en avaient peur du RPG. Ouais. Ah oui. Oui, parce qu'un gamin. Panzerfaust. Les Panzerfaust. Le RPG, les Panzerfaust, pardon. Les Panzerfaust, ils en avaient peur parce qu'un gamin de 16 ans pouvait s'en servir. Hein. D'accord. C'était tout simple. Hein. Ouais. Ah, tout simple. Et donc à noter, donc on va faire une petite revue rapide du matos qu'il y avait sur l'époque, que certains ne savent pas. Donc, nous avions la MG42, bien évidemment la Sid Hitler comme elle était appelée, donc une mitrailleuse hors norme, qui est toujours utilisée aujourd'hui par l'armée allemande, notamment la Bundeswehr, qui a été remplacée, elle n'est pas remplacée, elle a été modifiée, qui s'appelle la Maschinengewehr G3. C'est la même. C'est exactement la même, sauf qu'il y a des modifs qui ont été faits dessus, c'est tout. Ça, donc pour les armes d'infanterie, bon, on l'a vu, donc Mauser 98K, Schmeisser MP40, alors MP38, il n'y en avait pas beaucoup, donc ça, ce sont deux pistolets mitrailleurs qui se distinguent par rapport à la fabrication, donc ça, j'en ferai une explication un jour. Donc Schmeisser MP40, MP38, donc on a eu du MP18 aussi, pour certaines unités, on a eu du Lebel, par l'armée allemande, des prises de guerre, donc des Lebel, des R35, donc Lebel R35. On a eu du mortier, hein, etc., du canon de 88. Alors le plus redoutable, l'obus de 88. Et le 88 flak. Ouais. Ça, c'était une hantise pour les Américains. D'ailleurs, ils se sont fait dessouder par les Tigres. Non pas. Alors la réputation du Tigre 1, donc je parle bien du Tigre 1, vient de son canon. Et non pas du char en lui-même. C'était un char lourd, d'accord ? À savoir qu'il n'était pas sans défaut. Il avait un moteur de 750 chevaux, Maybach. Et très énergivore. Donc c'est pour ça d'ailleurs que pendant la bataille des Ardennes, ils se sont retrouvés avec une situation où ils avaient quasiment plus de carburant pour pouvoir faire avancer leurs blindés. Donc le Tigre 1 a été une tuerie dans le sens où c'est un char lourd, massif, qui pouvait détruire, il rentrait dans une maison sans problème, il faisait ce qu'il voulait, mais c'est surtout son canon. Il avait une puissance au niveau du canon, le 88 était monstrueux, c'est-à-dire qu'il te faisait péter n'importe quoi. À savoir que la légende du Tigre 1, vient du fait que, en fait, quand ils l'ont créé, ils ont simplement pris des canons 88 flak qu'ils ont mis dans la tourelle. C'est pas plus compliqué. Ouais, ça j'avais vu. Voilà. Ensuite vient un autre super char. Je les ai en modèle réduit, j'aurais dû les mettre d'ailleurs. Le Tigre 2, le King Tiger. Une tuerie ce char. Gros inconvénient et énorme défaut au niveau des barbotins avant. Donc, pour faire la métaphore, hein, on dit pas comme ça, hein, je préfère les roues avant pour faire, mais ça s'appelle tout ce qui est barbotin avant. Donc pareil, c'était un moteur de 750 chevaux et trop faible par rapport à la lourdeur du char déjà. Et énormément énergivore aussi. Et il a fait énormément de dégâts aussi, parce qu'il était redouté, hein, le Tigre 2. Et après, il y a eu le Maus. Donc le Maus, je sais pas si ça te dit quelque chose. Pas du tout. Je mettrai une photo. Le Maus, c'est, comment dirais-je, c'est une forteresse blindée, en fait. D'accord. Pour faire simple. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y en a eu 2-3 exemplaires, et encore. Donc c'est tout. Donc, à savoir que tous ces chars-là, les Allemands étaient vraiment en avance sur les blindés, étaient en avance sur l'armement, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de réalité. Étaient en avance sur le camouflage, étaient en avance sur les optiques. Faut pas oublier qu'en 1944, ils ont eu l'infrarouge sur les Panthères, donc le char Panthère, plusieurs chars, notamment le Panthère AOF G, AOF F, AOF A. Le plus utilisé, c'était le F et le A. Ah non, pardon, le AOF A et le AOF G. Et ceux-là étaient vraiment réputés aussi. C'est un mix, enfin un mix. Il est entre le Tigre 1 et le Tigre 2, canon de 75. Très très bon char. Excellent char. D'ailleurs, il a été utilisé par l'armée française par la suite. Hein. D'accord. Ils l'ont pris dans certains régiments, il a été utilisé. Donc il y a certains Panthères qui étaient estampillés avec la cocarde bleu, blanc, rouge. Ok. À la fin de la guerre, je parle. Hein. Ouais.
Donc voilà, donc le Panther. Donc pareil, c'était des chars extrêmement redoutés. Donc la vision nocturne, donc ils ont inventé l'infrarouge, notamment au niveau des chars. Le STG-44, le premier fusil d'assaut au monde, inventé par... T'as suivi les vidéos? Oh merde. Les gars, vous me le dites, j'ai mis une claque. Ah, par qui? Schmeisser. Et puis? Et ANL. Ah, merci. Donc voilà. Donc le STG-44, Sturmgewehr 44, ce qui veut dire en allemand Sturmgewehr, donc fusil d'assaut. La MG34 a été évidemment bien utilisée. Et tout ce qui s'ensuit. Donc tout le reste, vous le connaissez, ça c'était pour faire un petit peu le panel rapide de l'armement basique qu'on pouvait trouver encore à l'époque, et j'en passe, il n'y a pas que ça. Donc on ne peut pas faire l'épilogue complet parce que sinon on n'aurait pas fini. Donc les amis, on est heureux d'avoir fait cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à commenter, mettez des pouces bleus, ça référence la chaîne, on en a besoin parce qu'on fait beaucoup de travail, Jeff et moi. Dans 15 jours, une grosse vidéo, très difficile à monter, va sortir. Elle reste dans un anonymat, et c'est qu'il y a une bonne raison derrière. C'est que, voilà, il y a une pointure qui sera là. Et quand je dis une pointure, c'est une pointure. J'ai hâte de la voir celle-là. C'est une pointure. Il y a une pointure qui sera là. Inutile de me poser des questions, je pourrais pas y répondre. Je pourrais pas dire qui c'est, j'ai pas le droit. Et ce que vous allez voir comme vidéo, les choses que vous allez entendre, c'est les véritables choses. C'est vrai de chez vrai. Voilà, c'est du vrai. C'est du vrai. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et toi, ça va t'intéresser, ça. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc les amis, je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous parce qu'elle va être hyper intéressante et en plus, elle a été extrêmement difficile à faire. Déjà difficile pour pouvoir le convaincre de faire autrement dit une interview. C'est même pas une interview. Enfin, ça a été difficile de le convaincre. Ça a été difficile de la monter pour plusieurs raisons aussi. Donc les amis, je vous remercie tous. Je vous dis à très bientôt. Donc dans 15 jours, la future vidéo. Ciao les amis.